On continue donc notre tour d'horizon, notre aperçu des utilisateurs du synchrotron Soleil. Et c'est avec une utilisatrice que je suis maintenant, Valérie Paul-Boncourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous travaillez à l'Institut de chimie et des matériaux à Paris-Est et vous avez fait partie, alors je ne savais pas que ça existait, du comité des utilisateurs de Soleil de 2006 à 2011. Donc ça, c'était dans le domaine des matériaux, hein, parce que c'est un comité qui a plusieurs représentants, plusieurs domaines à son actif. À quoi ça sert ce comité des utilisateurs du synchrotron ? Alors, le comité des utilisateurs avait été mis en place juste au moment du démarrage du synchrotron Soleil pour faire d'une part l'interface entre les utilisateurs et la direction de Soleil et puis tous les responsables, ça s'appelle les responsables de ligne, donc ils sont responsables des expériences, et puis aussi participer à l'animation scientifique, c'est-à-dire organiser notamment les colloques utilisateurs ou des sessions de formation intéressantes pour certains utilisateurs qui ont besoin de mieux connaître les expériences sur lesquelles ils doivent travailler. Alors, c'est peut-être pas un hasard si on vous a choisi, vous, ou si c'est vous qui vous êtes proposé pour faire partie de ce comité des utilisateurs, parce que vous, j'ai envie de dire, le rayonnement synchrotron, vous baignez dedans depuis le début de votre carrière de scientifique. Hein. Même avant le synchrotron Soleil, vous aviez déjà eu des rapports avec un synchrotron, celui du LUR. Alors, qu'est-ce que c'était le LUR, un laboratoire ? Alors, c'était un laboratoire qui était pas très loin d'ici, puisqu'il était dans la faculté d'Orsay, donc en dessous du plateau. Là, on est sur le plateau, c'était en dessous. Donc, pas loin d'ici. Donc, pas loin d'ici. L'acronyme LUR, hein, c'est Laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique. Voilà, qui a été fondé, j'ai vérifié, il y a 40 ans. 73. Ouais. Et qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, il a été Pas fermé. le laboratoire, oui. Peut-être, mais en tout cas, le synchrotron. Le synchrotron a été démantelé. Petit à petit, on enlève tout ce qui constituait le synchrotron. Alors, qui a travaillé quand même pendant plusieurs années. Mais il n'avait pas été construit au départ uniquement pour l'utilisation du rayonnement synchrotron, puisque c'était aussi pour les gens qui travaillaient sur les hautes énergies, donc notamment les collisions entre particules. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au départ, on a fait des accélérateurs de particules pour les faire se collisionner, oui. Et puis regarder ce que ça fait. C'était donc en physique des particules, un outil intéressant. Oui. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un rayonnement parasite, en fait, que ça émettait de la lumière. Et c'est après coup qu'on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser cette lumière très puissante pour aller ausculter la matière. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le dispositif qui existait à LUR, le premier, s'appelait ACO, Anneau de collision d'Orsay, qui avait donc été construit pour effectivement regarder ce qui se passait quand on envoyait des électrons et des positrons et qu'on les faisait... en fait, on envoyait de la matière et de l'antimatière et on regardait ce qui se passait à ce moment-là. Puis après, on a construit des très grands centres comme le CERN à Genève, qui fait que les gens qui travaillaient sur ces domaines-là ont préparé à aller travailler au CERN. Et petit à petit, les gens qui travaillaient sur la physique des particules se sont dit que c'était plus très intéressant de travailler là. Donc les scientifiques qui avaient commencé à travailler pour utiliser le rayonnement synchrotron ont petit à petit pris toute la place finalement d'utilisation de cet anneau qui produisait un rayonnement synchrotron. Donc on a construit des CI d'abord. Ensuite, il y a eu un anneau qui a été construit spécifiquement pour le rayonnement synchrotron, donc qui était l'anneau Super ACO. Donc qui permettait aussi de travailler de façon complémentaire dans des domaines d'énergie un petit peu différents. Et dès les années 90, si je me souviens bien, les gens ont commencé à réfléchir en se disant mais on aurait besoin d'une machine encore plus puissante, plus perfectionnée. Ils ont commencé à faire des plans, à se dire qu'est-ce qu'on aurait besoin, qu'est-ce qu'il faudrait construire. Mais ça prend du temps. Donc c'est là qu'a germé l'idée de construire le synchrotron Soleil. Oui. Alors pourquoi les précédentes machines, accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnement synchrotron ont fermé leurs portes? C'est-à-dire que ça a une durée de vie limitée, un synchrotron? Alors, ça a fermé leurs portes parce qu'effectivement, on s'est dit, il y avait, je pense, d'une part, une partie des éléments qui commençaient à devenir un petit peu obsolètes. Donc, ça aurait coûté de l'argent pour les remettre en état, mais surtout, on se rendait compte qu'on pouvait faire mieux. C'est-à-dire qu'avec l'expérience acquise sur les précédentes machines,
on savait qu'on pouvait optimiser et qu'il valait mieux repartir à zéro et construire vraiment une nouvelle machine. Et est-ce que ça allait vraiment de soi au moment où, comme vous dites, l'idée a germé, on a commencé à dessiner des plans pour une nouvelle machine plus performante? Est-ce que tout le monde a dit banco, on y va, ou est-ce qu'il a fallu convaincre? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Il a fallu convaincre. Donc il a fallu convaincre déjà ceux qui finançaient, parce que c'est toujours pareil, ça coûte très cher ce genre d'instrument. Donc il a fallu convaincre le CEA et le CNRS qui s'étaient mis d'accord. Et puis après, c'est passé devant le ministère. Et c'est là où ça a été un peu compliqué parce que le ministère, à un moment, a dit non, on ne va pas mettre l'argent qu'on voudrait mettre dans construire un nouveau centre en France. On va participer à la construction d'une nouvelle machine en Angleterre. À ce moment-là, donc au ministère de la Recherche, c'était Claude Allègre qui ne voyait pas d'un très bon œil l'idée de faire ce synchrotron soleil. Voilà, donc ils se sont dit, plutôt que mettre l'argent là, on va aller le mettre en Angleterre. Donc vous avez mouillé la blouse, on va dire, hein. Vous avez décidé aussi, vous et d'autres chercheurs, de militer pour que ce synchrotron voit le jour. À ce moment-là, il y a eu des manifs pour que ça soit construit. Alors il y a eu énormément d'actions, alors surtout les chercheurs qui étaient à Lure, qui travaillaient à Lure, parce qu'ils voulaient, c'était un peu la poursuite de leur travail, et puis ils avaient tout un acquis. C'est vrai que tous ces gens qui travaillaient à Lure, à Superaco, avaient une expérience. Si on ne construisait rien après, on perdait finalement toute l'expérience qu'on avait acquis. Et puis, ils voulaient montrer qu'en France, on pouvait être vraiment capable de continuer à progresser, à faire une recherche de plus en plus perfectionnée. Et donc, si ça partait en Angleterre, on perdait le bénéfice parce que ce serait même si partaient travailler certains en Angleterre, tout le monde ne pourrait pas aller là-bas. Voilà. Donc, il y a eu un enjeu, il y a eu un an de bagarre très dure. Une mobilisation. Il y a eu aussi un départ de Claude Allègre du ministère de la Recherche, remplacé par... Alors là, je vais me poser une colle. Roger Gérard Schwarzenberg, non? C'était pas lui à ce moment-là? Ça doit être ça. Peut-être une bêtise, mais j'ai ça en Non, tête. mais moi, je suis pas très bonne pour rappeler tous les noms. En tout cas, l'équipe du ministère a changé et le projet du synchrotron a finalement été accepté, entériné. Voilà, et après, ça a été, je crois, quand même assez vite parce qu'en 2001, donc ça a été accepté. Ensuite, il a fallu le permis de construire. Il a fallu choisir le lieu parce que le lieu n'était pas complètement défini. Donc il y a eu plusieurs, je sais qu'il y avait un projet à Strasbourg, il y a eu plusieurs projets. Bon, finalement, la décision a été prise de le construire sur le plateau de Saclay, notamment parce qu'il y avait le centre de neutrons du LLB qui n'était pas très loin, donc ça c'était intéressant aussi. Et alors vous qui avez vu justement, on va dire l'ancien modèle de synchrotron au Lure et puis aujourd'hui le synchrotron Soleil, vous êtes en mesure de nous dire comment a évolué la technologie? Est-ce qu'on était capable de faire à l'époque? Est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Alors en fait, l'avantage c'est que évidemment on a une machine qui est beaucoup plus brillante. Alors beaucoup plus brillante, ça veut dire qu'on a un faisceau plus intense dans un volume plus petit. Donc par exemple, sur une des expériences sur lesquelles je travaille qui est ODE, entre ce qui se faisait à Lure et ce qui se fait maintenant à Soleil, il y a eu au niveau du temps d'acquisition un facteur 1000. C'est-à-dire qu'on peut aller 1000 fois plus vite. Alors bon, c'est important ça de voir, c'est-à-dire que ce qu'on mettait une heure pour voir une réaction, on mettait une heure pour le voir, maintenant on arrive à le voir en quelques minutes, donc on voit plus vite. Et pourquoi c'est intéressant de voir plus vite? À le voir plus vite, ça permet de faire des études cinétiques, donc de voir des transformations en temps réel. Ce qui n'était pas forcément possible avant. Donc des études cinétiques, c'est-à-dire qu'on peut étudier des réactions chimiques en train de se faire, les molécules en train de réagir entre elles. Bon, pas en temps réel, mais en tout cas... Si, en temps réel. En temps réel, vraiment en temps réel. Parce qu'on peut descendre à moins d'une seconde, par exemple, pour faire une acquisition dynamique. Et donc on peut vraiment suivre une opération telle qu'elle se passe. Chose qu'on ne pouvait absolument pas faire avec le synchrotron du Lure. On pouvait le faire, mais on ne pouvait pas voir avec la même vitesse de réaction. C'est-à-dire qu'on voyait des réactions de façon plus lente. Donc c'est vrai qu'on va aller plus loin dans la compréhension des matières. On peut travailler avec un faisceau beaucoup plus petit. Donc on va pouvoir focaliser, faire une étude à des échelles plus petites. Une meilleure résolution en quelque sorte. Voilà. Donc on améliore la résolution dans le temps et la résolution dans l'espace. Et du coup on peut utiliser aussi des appareillages plus complexes qui prennent de l'intensité du faisceau. Alors moi par exemple je travaille sur des systèmes où on met une pression et en même temps une température et un champ magnétique. Et on peut faire varier tout ça. Eh bien, avec l'autre système, il aurait peut-être fallu, pour avoir l'équivalent, 5 ou 10 heures d'acquisition. Maintenant, en 1 heure, on a la même chose. Et encore, la statistique est nettement meilleure. Donc, en fait,
ça permet de pousser au maximum des études qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Merci Valérie Paul Boncourt. Grâce à vous, on a vu un petit peu l'évolution des techniques et on a vu à quel point les synchrotrons Soleil avaient progressé, enfin les synchrotrons avaient progressé pour arriver à Soleil aujourd'hui. Et il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir. On aura l'occasion d'en discuter avec nos prochains intervenants.